Osiris, avec un O, c'est un dieu égyptien, inventeur de l'agriculture. Osiris, avec comme première lettre A et U, en référence à autisme, c'est un projet de recherche sur l'union de l'agriculture et de l'autisme, de l'agroalimentaire et de l'intégration au milieu de travail, de l'insertion sociale de gens neuroatypiques et du besoin qu'on a tous de pouvoir gravir sa vie. Commençons à la base de la montagne. Le départ est à la rencontre d'un enfant à besoins particuliers et de ses parents. Sherpa sans expérience, devant porter jusqu'au sommet cet inconnu. Mais au travers de tout ça, je suis devenu parent. Je suis allé en Chine 2 fois pour aller chercher mes belles filles, mes belles cocottes. La première, ma grande, que je suis allé chercher. Et ensuite, je suis allé chercher ma deuxième cocotte à ce moment-là pour découvrir avec le temps que notre jeune cocotte, elle a des besoins particuliers. Puis je me rappelle encore en Chine, quand je l'ai pris dans mes bras, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose. Aussitôt que je l'ai vu, que je l'ai pris dans mes bras, puis les jours après, je me rappelle, je disais à Nancy en Chine, ce qui m'inquiète de cet enfant-là, c'est qu'il n'est pas capable de se ramasser. Pas capable de s'auto-gérer, à pleurer, ça n'arrêtait pas. Puis déjà là, je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Puis quand on est revenu au Québec, au début, on a rencontré Dr Chiquan à Sainte-Justine, que plein de gens connaissent parce qu'il fait beaucoup de télévision. Puis Dr Chiquan me disait, prenez le temps, allez chercher l'attachement au départ, allez chercher ça, puis après, avec le temps, on verra c'est quoi les retards, parce qu'on était en retard global de développement. On l'a fait, on a pris notre temps, on a développé l'attachement, pour ensuite voir qu'il y avait quand même encore des défis qui nous ont menés vers un diagnostic éventuel de trouble du spectre de l'autisme et avec une déficience intellectuelle associée. Quand tu l'as pris dans tes bras en Chine, comme tu racontais, est-ce que ça t'a freiné, ça t'a fait peur? Est-ce que tu as pensé à changer d'idée, revenir en arrière? Est-ce que c'était possible? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Non. Non, pas dans ma tête, pour moi, quand on fait, je vais le dire en anglais, mais un commitment, on s'est engagé, on va vivre. On va vivre avec. Mais la peur, oui, ça c'est clair. Quand on s'embarque, puis quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, puis j'imagine que tous les parents qui vont nous écouter vont se reconnaître là-dedans. Il y a un gros mélange d'espoir et de peur. Il y a un côté combattant qui ressort de nous autres qui dit là, on va se mettre en action, puis là, on va faire plein de choses, on va aller récupérer ça, c'est un retard global de développement-là. Puis là, on se met en action, puis on sollicite plein de gens, puis on fait ça au départ. On devient un super parent. Oui, on se sent obligé, t'as raison. On se sent obligé de devenir un super parent. Puis je pense qu'on le fait tout jusqu'à un certain point. On dirait qu'on réussit à passer le choc en faisant ça, un peu. Puis en même temps, il y a un fond qui est vrai. On veut quand même aller chercher parce qu'on se dit, il y a de l'espoir, on va essayer d'aller chercher quelque chose là-dedans. On va essayer de les amener plus loin, puis on va combattre le fameux diagnostic, puis on va prouver aux gens entiers que c'est pas ça. Dans le fly, fight to freeze, là, oui. t'es fight. Oui. Moi, je me rends compte que mon mécanisme de survie, c'est du fighting. Fait qu'on fight pour les services à partir de là. On fight pour faire reconnaître les besoins de notre enfant. Puis ça, quand tu t'embarques là-dedans, c'est pour la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Même dans l'entourage, c'est sûr que les gens ne peuvent pas voir ça, le nombre de dossiers qu'on a à remplir, de documents qu'on a à produire pour avoir des services, pour avoir des sous, parce que les services ne sont pas toujours gratuits. Des fois, il faut que tu ailles chercher des sous pour ça. Fait que c'est un grand combat pour les parents habituellement. C'est un engagement à vie, pour plusieurs parents. Je te dirais, le comparatif, là, on voit des parents qui ils vivent la naissance, le développement, puis l'enfant grandit, puis éventuellement, ils quittent le nid familial. Mais nous autres, dans notre tête, c'est pas ça. Nous autres, on est parents à vie. On est parents d'un enfant avec besoins variés, là, ça c'est clair, puis le spectre de l'autisme le dit, on a vraiment une largeur par rapport à ça. Puis, toi, tu le sais, par contre, comme parent, que tu t'embarques dans un contrat à vie. Puis ça fait peur. Puis ça, tu dis, écoute, comment on va réussir à développer pour aller chercher de l'autonomie? Jusqu'où on va aller chercher de l'autonomie? C'est questionnant, c'est épeurant. Oui, c'est la peur.
c'est clair. Tu sais, des activités de vie de tous les jours, que ce soit s'habiller, que ce soit se laver, que ce soit... Tu sais, on parle d'habiletés de base, hein, on dit souvent activités de vie quotidienne, les a vécues. Ben, tu as plein de choses tu sais, qui, pour la majorité des gens, deviennent banales. Ça devient banal parce que c'est normal dans le développement, un enfant finit par s'habiller tout seul, se brosser les dents, les selles. Tu sais, juste pour les selles, pour aller uriner, tu sais, toutes ces choses-là, pour un enfant, oui, tu vas lui apprendre, puis ça va être acquis, mais pour certains autres, jusqu'où tu vas réussir à amener l'autonomie dans ces choses-là, tu ne le sais pas. Donc, tu travailles continuellement à repousser les limites. Je vais te donner un exemple très concret. On est allé en voyage à Punta Cana en famille. Et pendant le voyage, ben, ma fille, l'intérêt qu'elle avait, c'était le lave-pied. Le lave-pied. Oui, le lave-pied. Tu sais, on voit ça des fois dans les pays chauds où est-ce que, bon, il y a vraiment des petites des hoses ou tu sais, quelque chose là, pour vraiment, tu reviens de la plage, ben, tu laves tes pieds avant d'aller dans la piscine. Ouais, Tu sais. ouais. Mais ma fille, là, elle était obsédée par le lave-pied. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, écoute, j'ai passé beaucoup de moments au lave-pied. Puis là, tu te dis, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y a vraiment une particularité là. Tu sais, il y avait beaucoup de moments. Exemple, on est allé, au départ, c'était difficile. Tu sais, quand on allait à l'espèce de salle à manger, c'était difficile. Puis à un moment donné, elle a développé une certaine routine. Là, c'est sécurisé, était bien. Mais là, quand on a choisi d'aller vers les restaurants à la carte, ben là, il y a eu des désorganisations parce que là, on changeait de place. On était dans le restaurant japonais, par exemple, et là, ça ne fonctionnait pas du tout. Fait que j'étais obligé de quitter le resto japonais parce que ça ne marchait pas du tout. C'était des crises, des colères, des pleurs. Et là, je revenais à la salle à manger. Puis là, la crise s'apaisait parce qu'elle était sécure dans l'endroit où on mangeait habituellement. Et là, tu commences à faire 1 + 1 = 2. Tu dis, là, on a vraiment des particularités. Mais à Trudeau, quand on passait vis-à-vis les salles de bain, puis tu sais, maintenant, les sèche-mains là, sont bruyants. Ouais. Là. Ben écoute, elle pétait des crises quand elle entendait ça. Là, tu dis, écoute, il y a quand même des affaires qui... Et là, tu commences à voir l'ampleur des défis qui s'en viennent. Puis là, tu commences à voir ça. L'avion, on a eu, avant l'avion, elle a vu... elle aimait beaucoup les Kinder Surprise, qui est encore le cas. Elle adore les Kinder Surprise. Puis là, elle l'a vu avant d'embarquer dans l'avion, mais là, elle voulait l'avoir tout de suite. Puis elle, pour elle, elle n'était pas capable de faire abstraction. Elle nous a fait une crise malade. Puis nous autres, on l'a géré comme un trouble de... Tu sais, un caprice. Mais c'était pas ça, dans le fond. Si j'y avais donné là, le fameux Kinder Surprise, là, la crise arrêtait. Puis je me rappelle, on est rentré dans l'avion, puis tout le monde nous regardait comme si on était les pires parents au monde. Mm-hmm. Puis il y a même des gens qui ont demandé de changer de place dans l'avion pour être sûr de ne pas être à côté de nous autres. Mm-hmm. Et ça, comme parent, tu fais comme « My God, c'est épouvantable ». J'avais une dame à côté de moi qui était d'une gentillesse. Moi, j'étais complètement tout croche, j'étais en sueur. Tu sais, on est mal, notre enfant est en crise, on est tout croche. Puis je me rappelle encore, la madame m'a pris la main, mais elle m'a tapoté la main, puis elle m'a dit « Moi, ça va. Moi, je les aime, les enfants à besoins particuliers. » Et là, j'ai fait comme « My God, elle a remarqué que mon enfant est à besoins particuliers. » Fait qu'il faut que je saisisse que mon enfant a besoin particulier. Puis il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que je ne peux pas gérer ça comme un enfant dit neurotypique normal. En tout cas, je le mets entre parenthèses, mais je ne peux pas faire ça. Fait que c'est là qu'on a commencé. Je me rappelle, on est revenu à la maison, moi et ma blonde, on se berçait derrière de la maison, puis on pleurait toutes les deux. Puis on se disait, oh my God, tous nos plans de retraite, tous nos plans de vie, tout ce qui s'en vient, tout venait de s'écrouler. En peu de temps, on était vraiment troublés. Puis là, c'est là que je pense qu'on a vécu notre deuil. Puis c'est là qu'on a commencé à cheminer dans notre tête. Avant, moi, je te l'ai dit, j'étais en mode combattant, puis là, on roule, puis il n'y a pas de problème, puis tout ça. Là, il a fallu, je pense, réajuster mes affaires, puis dire, là, ma fille a des besoins, je dois m'ajuster à ses besoins. Fait que ça a été ça, tout un peu, le cheminement. Puis on le fait encore. Il n'y a rien d'acquis. Il y a des fois qu'on voit des limitations, puis des fois, moi, ce que j'ai appris avec ma fille, c'est de m'émerveiller des petites réussites, des micro-réussites. S'habiller toute seule, ça fait pas longtemps. Là. Et là, on s'émerveille de ces choses-là. L'école nous a envoyé une vidéo où est-ce qu'elle plie des débarbouillettes. Pour bien des gens, ils regarderaient ça et ils diraient banal. Mais moi, c'est un gain fou. Fait que ça, mon enfant m'a amené à voir les petites choses de la vie, les petits bonheurs de la vie. Manger du poulet, c'est le bonheur de la vie, tu sais. Parce que c'est un goût, une texture qu'elle refusait avant. Oui, puis elle aime ça. Écoute, aujourd'hui, le poulet, c'est sa vie. Là. Tu veux lui faire plaisir, donne-lui du poulet. Mais c'est ça, tu sais,
aujourd'hui, je suis capable de m'émerveiller devant toutes ces affaires-là. Ce que j'étais moins capable au début. J'étais plus en mode on va rattraper, on va gérer. Puis c'est drôle, depuis que j'ai cette attitude-là, puis que Nancy a cette attitude-là, ben on est bien différent dans notre approche avec notre fille. On s'émerveille des gains, on est patient. Les nuits ont été épouvantables pendant des années, des réveils continuels, la constipation qui faisait qu'elle faisait des crises durant la nuit parce qu'elle avait mal, puis elle voulait pas aller aux toilettes, elle combattait. Fait que c'était, écoute, on a vécu ça pendant au moins 7 ans, des séquences à tous les mois, 2 mois, où est-ce que là, ça recommençait, puis que là, j'allais dormir avec. Fait que pour plein de gens, c'est facile, tu sais. À un moment donné, c'est passé, oui, j'ai hâte qu'elle soit propre, puis tout ça. Et moi, c'est allé à 9 ans. Puis on s'entend qu'à 9-10 ans, ben habituellement, c'est acquis, là, de s'habiller. Il y a quand même quelques années pour la majorité des gens. Sauf ça, le manteau puis la tuque, ça, à 16 ans, c'est pas appris encore. Là, ça va jusqu'à 25 ans. Ouais, c'est ça. Puis ça pas décourager. Ouais, c'est ça. Martin Bernard est aujourd'hui enseignant en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Victoriaville. Et comme la vie aime créer des liens et des synchronicités, Martin voit l'opportunité de faire naître une idée autour de lui. Ce qui m'a amené vers Osiris, ça part de discussions avec des parents. On se croise aux mêmes endroits. On se croise dans les camps de jour spécialisés. On se croise dans des rencontres. Moi, je fais partie du conseil d'administration de l'Envol. Fait que tu parles avec d'autres parents. T'entends des demandes de parents ou les besoins des parents quand tu es sur un conseil d'administration. Puis, tu te rends compte à un moment donné que vers quoi on va aller avec nos jeunes. Puis j'entendais des parents dire « Ah, moi, il me reste 8 ans. » OK, toi, moi, il me reste 7 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Fait que moi, j'étais curieux. Je demandais « Pourquoi vous dites ça, il me reste 7 ans? » Ben, c'est à 21 ans. Moi, il me reste 7 ans avec mon enfant, il a 21 ans. Puis là, ben, on est inquiet parce que là, ils vont sortir du milieu scolaire, du réseau scolaire. Puis là, ils vont se retrouver dans un autre réseau. Puis on ne sait pas trop ce qu'ils vont s'en aller. Puis des fois, il n'y a rien. Puis là, je sentais toute l'inquiétude des parents. Puis des fois, il y en a d'autres que je voyais qui... Puis par ma job aussi de prof au cégep, on croise des gens qui nous disent « Moi, c'est dans 2 ans, là, qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant? » Et là, ça a commencé à me rendre curieux. J'ai commencé à fouiller un peu là-dedans, puis à poser des questions à ces parents-là qui me disaient « Ben Martin, on est inquiet parce qu'après le 21 ans, dans notre région, on est chanceux, il y a quand même des services, mais il y avait quand même l'inquiétude. Vas-tu se retrouver dans un pas de filet? On va tous se retrouver à se bercer à la maison chez nous, puis à pas se réaliser, puis tout ça, alors que mon enfant, il a un potentiel, il y a des capacités. Fait que c'est un peu ça qui a commencé à amener ma réflexion, à dire, bon, vers quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enlever cette peur-là des parents? Mais c'est quoi qui se passe à 21 ans? C'est que l'école se termine, c'est ça? Ou oui, le parcours scolaire se termine, et là, ben, c'est une prise en charge par le réseau. En fonction des compétences, en fonction des capacités du jeune ou de la jeune, ben c'est à ce moment-là que le réseau, soit du CIUS, soit le CEMO, soit... Le réseau, on s'en va vers autre chose à ce moment-là. Ben là, c'est la peur. Les gens disent « Je m'en vais vers où avec ça? Est-ce qu'on va donner des chances à mon jeune de se développer, d'aller plus loin, d'avoir un métier, d'avoir... » Chose qui se passe à l'école, à tous les jours, on lui donne la chance de se développer, de se diriger vers un métier. OK, fait que ces opportunités-là disparaissent d'une certaine façon à 21 ans. Ben, soit l'inquiétude. Ben oui, dans certains cas, ça disparaît, mais comme je te disais tantôt, dans notre région, on a quand même quelque chose d'intéressant qui bouge. Il y a quand même un mouvement. Il y a beaucoup de gens même qui déménagent dans notre région, qui ont des enfants besoin particuliers, qui déménagent dans la région à cause de la qualité des services de notre région au niveau de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Ça, il faut que je le dise parce que c'est vrai, puis ça fait plusieurs parents que je rencontre qui ont fait ce move-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'inquiétude de qu'est-ce qu'on va faire. Puis il y a des parents qui ont, des fois, qui sont en plein, au sommet de leur carrière, en tout cas, je vais mettre ça comme ça, qui sont, 50, 52, 40 quelques, puis là, ils disent, là, il faut que j'aménage mon horaire, parce que des fois, le plateau de service se termine à 2h30, puis mon enfant va être de retour à la maison à 3h. Fait que là, il y a tout un aménagement qui doit se faire au niveau du travail. C'est sûr que là, la pandémie a amené des nouvelles façons de faire au niveau du travail, mais avant ça, c'est que c'était des parents qui devaient quitter le bureau à 3h pour être à la maison à l'arrivée. Il y a des gens qui ont mis tout simplement en suspens
leur carrière, pendant le temps qu'on place ailleurs dans un autre milieu leur enfant. Fait que ça amène énormément de difficultés au niveau des parents, alors qu'ils sont présentement dans un moment de leur carrière où est-ce qu'ils sont hyper compétents, qui sont au top de leur carrière, souvent dans leur milieu, c'est des gens qui sont bien situés, qui ont des compétences reconnues. Puis là, on est obligé de mettre ça un peu sur un crochet. Fait que ce que je me dis, c'est autant pour le parent que pour le jeune, il y a plein d'impondérables, il y a plein d'inconnus dans cette situation-là. Fait que j'ai commencé à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, ma réflexion a commencé là. Puis c'est en regardant un peu qu'est-ce qu'il y avait dans la région, c'est quoi les forces de notre région, que j'ai dit, bon, on a l'agriculture dans la région qui est importante, il y a une pénurie d'employés un peu partout, puis là, on a des gens qu'on place un peu sur la voie d'évitement, puis qui pourraient faire probablement plein de choses, qui pourraient nous montrer qu'ils ont des capacités de ramasser des fruits, des légumes, de travailler dans des champs, d'aider peut-être même à faire le train dans certains milieux, là, avec les vaches. Là, je me disais, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, puis on va utiliser une force de notre région. Et là, j'ai décidé d'aller voir des gens au cégep pour dire l'idée de mon projet on pourrait faire une recherche là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour aider ces parents-là, ces jeunes-là à se placer, peut-être d'inventer quelque chose en région. Et là, c'est là que je suis allé, on m'a dirigé vers le CISA. Le CISA, c'est le Centre d'innovation sociale en agriculture. C'est à Victoriaville. Oui, c'est à Victoriaville. Et puis précisément, l'objectif de la recherche, c'était... Le but, en fait... Dans le fond, on veut aller chercher les bonnes pratiques qui vont nous permettre de faire l'insertion en milieu agroalimentaire des personnes autistes. C'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, la première étape de cette... Parce que c'est une recherche scientifique. Bien, c'est de la recherche-action. Hein. De la recherche-action, ça veut dire que c'est de la recherche qu'on s'ajuste en cours de route. Exemple, pour une tâche qui est des bleuets, par exemple, de cueillir des bleuets, ben on a fait des ajustements. C'est qu'on a pris des photos. Puis là, on a pris des photos des bleuets, puis on disait, bon, ceux-là, c'est de telle qualité. Est-ce que tu les prends? Même chose pour les pommes. Telle pomme, celles-là, on les prend quand ils sont comme ça. S'il y a des petits points dessus, on les prend. On met un X dessus, on la prend pas. Fait que dans le fond, dans la reconnaissance des fois qu'on faisait de la cueillette, ben, on a ajusté des choses au fur et à mesure pour que ce soit plus efficace. Parce qu'à la base, vous disiez simplement « va cueillir, prends juste les bons », puis on corrigeait les erreurs par la suite. Là, vous avez appris avant d'aller cueillir, on va regarder c'est quoi sur une photo, un beau bleuet, un moins beau bleuet, un bleuet qu'on laisse sur le plan. En plein ça. Je te donne un exemple. Pour moi, ma fille, un muffin, c'est le muffin de Tim Hortons au briseur de chocolat. Tu lui présentes un autre muffin fait à la maison, ce n'est pas un muffin. Son image, pour elle, muffin égale briseur de chocolat, elle a une photo de ça dans sa tête. Ben pour certains, c'est un peu le même principe. T'sais, on va dire une pomme, ben il y a tellement de sortes de pommes que si l'image de sa pomme, elle est rouge, ben si on y met des taches, il y a un peu de jaune, il y a un peu de vert, du mélange de couleurs, ben là, ça devient complexe. Est-ce qu'elle est mûre ou elle n'est pas mûre? Pour plein de gens, la pomme rouge est mûre. Mais l'autre pomme, elle ne doit pas être mûre encore parce qu'il manque de couleur et n'est pas tout à fait rouge. Fait que c'est un exemple grossi, mais c'est pour te donner une idée qu'il y a des ajustements qu'on a dû apprendre à faire en cours de route. Comment vous avez choisi vos participants? On va appeler les participants, ces gens qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme qui ont participé à votre recherche. Donc, comment vous avez choisi vos participants? Bon, on a fait un appel à tous. On a fait un appel surtout au CIUS, puis on a fait un appel aussi à Autisme Centre du Québec pour envoyer à leurs membres. Parce que on sait que ce n'est pas toutes les personnes autistes qui sont en service. Surtout des autistes de haut niveau, ils ne sont pas tous en service avec le CIUS. Donc, on est allé un peu vers ça. On est allé vers le CIUS, on est allé vers l'Autisme Centre du Québec. On a fait des contacts aussi à la CSSBF. Donc, on est parti un peu là, des gens où on savait qu'il pouvait avoir des personnes qui auraient pu avoir de l'intérêt pour notre projet. On est parti de ça. Un des volets de cette recherche-là, c'est les communications. Quand on passe des mois, des années à réfléchir à un sujet important, on veut que ça se sache. L'équipe d'Osiris a choisi de créer des balados pour rejoindre les gens qui sont intéressés par l'insertion sociale, l'autisme et les mécanismes qui permettent l'intégration professionnelle de ceux-ci. C'est là que moi, Pierre-Luc Houde, j'arrive dans le projet.
Donc, Pierre-Luc, tu vas te présenter parce que c'est ton tour maintenant. On est deux animateurs de ce podcast-là. Ce serait intéressant que tu te présentes un peu parce que tu as fait partie de toute notre démarche tout au long. En fait, moi, je ne connais absolument rien à l'autisme. Du moins, je connaissais absolument rien avant d'entrer dans ce projet-là. Mais on est venu me chercher comme créateur de contenu. On a fait des petites vidéos pour expliquer qu'est-ce qu'Osiris. Puis, moi, j'ai proposé qu'on fasse ça en format balado aussi parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont un autiste à la maison ou qui le sont eux-mêmes ou qui sont peut-être des employeurs qui vont vivre aussi qu'est-ce que moi j'ai vécu avec ta gang, avec les participants. Alors, j'ai eu à accrocher des micros au col tout près du visage de participants autistes. Alors, j'avais peur un peu de leur réaction. Je rentrais dans leur bulle. Je les filmais. J'ai dû apprendre à voir est-ce que tu assumes ton autisme. Es-tu au courant que tu es autiste? Je leur ai posé des questions. En tout cas, bref, j'ai eu bien des belles expériences à vivre avec eux autres. Il y en a un dans la gang c'est un costaud, c'est un baraqué, il fait genre 6 pieds 2, puis il parle fort, puis il est bâti. J'ai eu peur de lui un peu au début. J'ai eu peur de provoquer une crise. J'ai eu peur de les infantiliser. Je pense que j'ai réussi à avoir une relation avec eux autres parce que je les traitais d'égal à égal avec moi, absolument pas différemment des autres. Je pense que c'est ça la clé. C'est ça que j'ai observé aussi chez certains intervenants comme Guillaume qui les supervisait, qui était comme un peu leur patron à l'INAB. Fait que, ouais, je pense que d'agir avec eux exactement comme j'agis avec toi, ça a été la clé pour développer une relation. Ce que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, parce que j'ai fait beaucoup de prises de son pour le balado, puis j'ai beaucoup aimé écouter ces trames sonores-là par la suite, chez moi avec des écouteurs, entendre le participant chanter, chantonner, murmurer, marmonner pendant son travail, de voir que alors qu'il travaille, il rentre dans le confort de son monde à lui. Un participant en particulier où est-ce que, en chantonnant puis en ayant des petits dialogues intérieurs qui marmonnaient, j'ai trouvé ça tellement beau d'entrer dans leur intimité comme ça. Eux, ils oubliaient le micro, je pense, après peu de temps. Tu sais. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Ça, c'est vraiment... Écoute, c'est comme de la musique à mes oreilles quand tu parles comme ça. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont maintenant bien dans leur milieu. Puis c'est ce qu'on visait dans Osiris. C'est que nos gens s'approprient des milieux, s'approprient des tâches, s'approprient, tu sais, comme tout le monde, tu sais, qui travaille à un moment donné, puis qui se met à chantonner ou qui met ses écouteurs, puis c'est le bonheur, puis qu'on fait notre travail en chantonnant. Ça, c'est une des visions qu'on avait dans ce projet-là de réussir à faire ça. Fait que quand j'entends ça, moi, je trouve ça merveilleux. Puis, il faut jamais oublier que la plupart des participants, dans ce que tu as vu en plus, à la fin comme ça, c'est que ces gens-là, ils ont commencé avec des fois une demi-heure, 1 heure au départ de venir. Tu sais, exemple à l'INAB ou venir dans un autre milieu, ils ont commencé avec des horaires des fois très courts pour en venir à ça, à la fin, dire « Je suis dans mon milieu, je rentre, je vais porter mes affaires dans mon casier, je sais où m'en aller et je peux commencer une tâche. Et en plus, je peux la chantonner ou mettre de la musique. » On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Fait que moi, pour moi, c'est comme la réussite d'Osiris quand que j'entends ça. Oui, puis moi, où j'ai entendu des réussites justement dans ces enregistrements-là, où est-ce que les gens oubliaient qu'il y avait un micro sur eux, c'est quand j'ai entendu un participant puis un intervenant avoir une discussion sur les mangas puis le cinéma japonais. Euh, Visiblement, l'autiste avait, comment on dit ça, un intérêt particulier. Oui, un intérêt particulier, effectivement. Là-dessus. Puis le neurotypique aussi avait un intérêt particulier. Mais c'est là que tu vois que le continuum apparaît, devient évident. Tu sais. On est tous passionnés de quelque chose. Il y a eux autres, les gens qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, ça devient presque maladif ou disons que ça prend toute la place. Les neurotypiques, je pense qu'on est capable de passer à autre chose, mais des fois, ça se croise, puis ça se rejoint.
Puis on peut se rejoindre là-dedans, tu sais, dans des passions, un peu comme avec le participant qui tripe sur l'audiovisuel. Moi, j'aurais pas de problème là, à parler avec lui pendant 20 minutes là, de la différence entre tel micro et tel micro. Là. Fait que, puis aussi, on était dans un environnement généralement à l'INAB, qui est le cégep. Puis là, les collèges, les cégeps, c'est un oasis d'inclusion à notre époque surtout. Là, je veux dire, c'est le sujet qui, c'est ça la culture de nos jeunes entre 18 et 22 ans. L'inclusion, c'est tellement important pour eux autres. Alors, c'était comme le paradis. C'était tellement un beau lieu pour intégrer ces gens-là. Puis ça, c'est clair. Puis il faut faire plus de place comme ça. Puis l'intégration, l'inclusion, l'intégration de cette personne-là dans un milieu, ça prend du temps. Ça va prendre plus de temps au niveau des tâches aussi. Ça va prendre plus de temps au niveau social. Parce que c'est des défis au niveau social, au niveau de la communication. Ça, c'est des défis pour eux autres. Fait que moi, je pense qu'une des grosses erreurs, c'est d'aller à la même vitesse qu'un employé, que tu dis neurotypique. Ben là, nous autres, on le rentre, puis après un bout de temps, elle roule, puis elle fait ses affaires. Il faut prendre le temps. Il faut ajuster les tâches. Il faut peut-être les décortiquer. Moi, je pense qu'on est plus dans le détail, puis il faut prendre le temps de bien intégrer nos personnes. Bien, c'est ça qu'on va faire ensemble, Martin, pour ces balados-là. On va prendre le temps de vraiment aller voir au fond des choses, c'est quoi les enjeux, c'est quoi le trajet qu'on veut que ces gens-là prennent pour se rendre à un confort dans un milieu de travail. Je le souhaite. Je pense que si on le fait comme ça, notre balado, ça va être génial. Si on y va avec, prenons le temps, donnons la parole à nos personnes qui ont des choses à nous dire, puis qu'on leur donne le temps de nous donner les réponses qu'ils ont besoin de nous donner. Tu peux-tu nettoyer le fond? Oh là là! Oh là là, hein? Non, je parle pas de ça. Hein? Je parle pas de la cochonnerie quand je dis oh là là. Tu parles de quoi? Regarde, je parlais quelque chose dans ma tête. Ok. Ça m'intrigue, c'était quoi que tu parlais? Gabriel, j'ai dit oh là là, mais c'était pas pour quelque chose. C'était pour quelque chose dans sa tête. Je me demande c'est quoi? Something. Wow. Ouf. Ce balado du projet Osiris est rendu possible grâce à la contribution financière du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.